En ce mercredi 13 août, on discute de littérature québécoise avec l'autrice Josée Bournival. On fait le point sur la décision de la commission municipale à l'endroit de 2 conseillers de Saint-Lambert. On parle de 2 actes héroïques à Sainte-Julie et Sainte-Catherine. Et on revient sur la sentence d'un professeur de conduite accusé d'agression sexuelle. Et exceptionnellement aujourd'hui, c'est ma collègue Cassandra de Carvalho qui sera au micro puisque Valérie est en vacances. Bonjour, promis, je vous rends Valérie incessamment sous peu. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média présenté par Rideau Zebra, créateur d'environnements élégants et confortables. Chaque année, le 12 août marque le mouvement J'achète un livre québécois. Il s'agit d'une initiative née en 2014 pour encourager le public à découvrir la diversité et la vitalité de la littérature québécoise. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une passionnée de littérature que nous avons connue entre autres en tant que chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour, puis qui a fait le saut comme autrice. Josée Bournival, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir, je suis très heureuse d'être là. Josée, vous avez fait paraître une dizaine de publications destinées aux adultes, autant même plus, je pense, pour les enfants. Est-ce que le mouvement J'achète un livre québécois a un impact concret sur les ventes? Est-ce que vous, en tant qu'autrice, vous le remarquez, ça? Dans mon rapport de vente annuel que je reçois, non. Je vois pas la différence, bien sûr. Mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans les dernières années, entre autres, qui prouvent l'importance d'un mouvement comme celui-ci, ne serait-ce que parce qu'il attire l'attention du public sur les livres d'ici, puis aussi parce que ça mobilise les gens, je pense, à aller se procurer un livre. Parfois, on se dit, je l'emprunterai à la bibliothèque, mais c'est intéressant de le posséder chez soi parfois aussi, de pouvoir écorner les pages, puis de pouvoir y retourner. Donc, c'est une belle initiative en ce sens-là. Les chiffres sont hallucinants, là. Dans les dernières années, on notait facilement jusqu'à 600% d'augmentation des ventes de livres québécois la journée du 12 août. Oui, quand même. Puis si vous vous demandez comment on compare, dans le fond, si le 12 août, comme cette année, c'est un mardi, on va prendre les ventes des semaines, des mardis précédents et des mardis qui suivent, puis on compare avec le 12 août. Bon, maintenant, l'initiative a maintenant une dizaine d'années. Là, on réalise parfois que les gens attendent le 12 août pour acheter un livre qu'ils auraient peut-être acheté le 30 juillet. Donc, peut-être que les pourcentages sont gonflés au niveau des ventes, mais c'est sûr et certain que toute tribune qui permet de parler de littérature, qui permet de parler des créateurs du livre ici, est bienvenue parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Mais parmi ces tribunes-là, on peut penser aussi au Salon du Livre. Oui, tout à quand même. fait. Est-ce que c'est comparable, selon vous? Les salons du livre restent une porte d'entrée encore plus intéressante, là, disons, pour les... Tout à fait. Il se vend beaucoup plus de livres au Salon du Livre. On a la chance, évidemment, d'être en contact sur une plus longue période aussi. Les salons du livre, c'est 4-5 jours. Il y en a plusieurs dans plusieurs villes. On a un contact direct avec les gens. C'est sûr que maintenant, l'initiative, le 12 août, J'achète un livre québécois, permet à plusieurs auteurs d'aller faire des dédicaces dans les librairies. Dans les bibliothèques aussi, il y a des initiatives, des rencontres, des conférences qui sont prévues. Donc, ça nous permet un contact direct, mais les salons du livre, à ce niveau-là, sont imbattables avec la quantité de gens qui se déplacent pour venir nous voir. Oui, moi, je confirme, je vends davantage de livres dans les salons du livre que le 12 août. Mais c'est une initiative importante. Puis moi, je suis heureuse de voir qu'elle se renouvelle d'année en année. Est-ce qu'il y a un souvenir peut-être marquant ou une rencontre avec un lecteur qui illustre l'importance de cette journée pour vous? Est-ce qu'il y a une anecdote que vous avez qui est liée à cette journée? C'est drôle parce que, évidemment, je suis autrice, mais je suis aussi lectrice. Et chaque année, je vais, le 12 août, comme je vais faire aujourd'hui, en librairie, me procurer un livre pour moi, mais procurer des livres aussi à mes enfants. Je trouve que c'est l'excuse parfaite pour acheter des livres à mes enfants et les inonder de littérature. Et je crois que c'est il y a 3 ans, en fait, j'étais en librairie, puis il y avait une dame qui était là, qui cherchait un livre. Puis, en fait, je lui ai recommandé un de mes livres. Elle n'a jamais réalisé que c'était moi. Non, notre photo, elle est toute petite à l'endos. Puis j'étais peut-être pas maquillée, coiffée comme sur la couverture. Donc, elle n'a jamais fait le lien, mais elle m'a simplement remerciée en me disant qu'elle trouvait que ça avait l'air intéressant. Ça m'avait amusée, j'avoue. Vous l'avez bien vendu. Oui. Quand on l'écrit, quand même, on a des choses à dire à propos mais quand du on livre. a vraiment la tête dedans et que ça sort de vous, peut-être que c'est un peu compliqué de parler de soi, de ce qu'on a sorti aussi parfois. Pas pour moi. Okay. Peut-être parce que mon premier métier, c'est d'être communicatrice. C'est sûr que ça aide.
Mais je pense aussi que pour beaucoup d'auteurs, le travail d'introspection qu'il y a à faire à l'écriture d'un livre, la démarche artistique, la réflexion, la recherche que ça engendre, ça nous amène à poser un regard peut-être externe sur l'œuvre, à pouvoir bien déterminer quels sont les thèmes que j'aborde, pourquoi je les aborde, pourquoi sont-ils importants pour moi, quel personnage va porter cette quête-là, pourquoi je choisis ce personnage-là, quel est le message que j'ai envie de communiquer à mes lecteurs ou mes lectrices à travers tout ça. Puis, souvent, à la sortie du livre, on a la chance de faire une petite tournée promotionnelle, puis ça nous donne l'occasion de se pratiquer à bien le vendre, puis à trouver les phrases accrocheuses, finalement, pour donner le goût de nous lire. Vous avez publié donc autant pour un public adulte qu'un public jeunesse. Oui. Est-ce qu'il y a un milieu où c'est plus facile de se démarquer, ou les différences là, entre les deux, ce seraient lesquelles? Là? C'est une excellente question. C'est difficile de se démarquer dans l'un et l'autre. Je vais être honnête, il y a énormément de livres qui sont publiés et comme dans bien des secteurs de nos vies, on aime le confort et la sécurité. Donc, s'il y a un auteur qu'on apprécie et il sort un nouveau livre, est-ce qu'on va prendre un illustre inconnu pour nous et tenter la découverte, ou si on va aller naturellement vers l'auteur qu'on connaît? Très souvent, on retourne aux auteurs chouchous qui nous plaisent. Donc, de se faire connaître, moi, je le vois, là, étant donné que la littérature jeunesse, c'est nouveau pour moi. Ça fait 3 ans seulement là, que je publie du jeunesse. Les jeunes ne me connaissent pas. Et les jeunes n'écoutaient pas « Salut, bonjour » à l'époque où j'étais. Mais les parents, oui, par contre. Mais dans les écoles, quand je rencontre les enfants, je suis une illustre inconnue pour eux. Et je dois me vendre, je dois me démarquer, je dois leur expliquer pourquoi je pense que mes livres sont intéressants pour eux. Ça reste un travail de tous les jours. Et la difficulté qu'on a comme auteur, autrice, c'est que très souvent, on n'est pas en contact avec le public qui pourrait choisir nos livres. Alors, notre courroie de transmission, c'est celle qui est importante en cette journée du 12 août. Ce sont les libraires. Donc, ce sont eux, dans le fond, qui font la courroie de transmission entre les auteurs et les acheteurs potentiels. Puis les bibliothécaires aussi, il ne faut pas le négliger. Là, dans les bibliothécaires vendent bien nos livres, donnent le goût de lire québécois, puis ça aussi, c'est une bonne chose. Au même titre qu'on pose la question quand on parle de cinéma, de musique québécoise, en quoi la littérature québécoise se démarque? Si vous aviez à la vendre, vous le feriez comment? Je pense que dans toutes les formes d'art auxquelles on s'intéresse, l'humain, le spectateur, le lecteur, recherche toujours la même chose, se reconnaître dans ce qu'il va aller voir, trouver un écho à ce qu'il vit intérieurement, pouvoir enfin se dire à quelque part « je ne suis pas tout seul, ça arrive aussi à quelqu'un d'autre, je suis normal ». Et en ce sens-là, c'est sûr que de choisir des auteurs d'ici, qui ont grandi dans la même réalité que nous, la même réalité culturelle, la même réalité démographique, la même réalité, la même nordicité, j'aurais envie de dire, même le territoire, on l'habite et à travers la littérature, on le sent. Bien, ça, je pense que c'est un plus parce que ça nous donne comme une chance additionnelle, finalement, de se reconnaître à travers les personnages, de se reconnaître à travers leur vécu, leurs problématiques, etc., etc. En ce sens-là, je pense que la littérature québécoise, elle se démarque. Je la trouve très audacieuse aussi. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un bout de créativité aussi? On s'autorise peut-être plus de choses? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a des hybridations très intéressantes. On ne se cantonne pas nécessairement à un genre littéraire. Et moi, c'est drôle, ça, je l'ai vu quand je suis passée à la littérature jeunesse. Moi, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire du jeunesse dans ma vie. Non? OK. C'est suite à un passage dans le milieu de l'enseignement au primaire que j'ai eu envie d'écrire pour des enfants. J'ai enseigné à des enfants qui, je trouvais, ne rêvaient pas suffisamment, n'avaient pas confiance en eux. S'étaient fait dire ou avaient compris qu'ils étaient nés pour un petit pain et que ça ne valait pas la peine d'avoir de grands rêves. Et je trouvais ça d'une tristesse. C'était des enfants extraordinaires qui n'avaient pas confiance en eux. Si petits et déjà brisés d'une certaine manière. Et c'est pour eux que j'ai écrit ma première série jeunesse qui s'appelle Zalou, qui parle d'estime de soi. Et quand j'ai commencé à écrire du jeunesse, j'étais publiée en Europe dans l'adulte. Et on m'a dit, ça va être difficile de te vendre dans l'enfant ailleurs parce que tu es connue comme autrice pour adultes. Alors qu'ici, n'importe qui a envie d'écrire du jeunesse, de l'adulte. On peut passer d'un genre à l'autre, d'un public cible à l'autre. On a cette ouverture-là. On ne cantonne pas les gens. Et il faut parler de la langue aussi. Qu'est-ce qui nous distingue? C'est cette langue vivante, imagée.
je trouve que dans beaucoup de romans, il y a de la poésie, ne serait-ce que par l'utilisation que l'on fait de la langue. Et en ce sens-là, lire québécois, c'est extraordinaire. On se reconnaît, on s'entend. Ça, c'est génial. Oui, c'est ça, il y a une sonorité. Tout à fait. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir une belle description, une narration qui est impeccable et d'arriver dans les dialogues des personnages et d'entendre du joual, du slang, des mots d'ici, des expressions, du terroir. Je trouve que ça rend la lecture encore plus dynamique. Et selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels les auteurs et les autrices québécois font face aujourd'hui? Comment est-ce que le public peut aussi contribuer à dépasser ces grands défis, finalement? J'aime pas tant parler de ça, mais je pense que la difficulté première, c'est de vivre de sa plume. Moi, je suis fascinée de constater encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent comment les auteurs, autrices sont rémunérés pour la production d'un livre. Bon, ça fonctionne avec des droits d'auteur et dans la grande majorité des cas, les créateurs d'un livre vont se partager 10 % de son prix de vente. Alors, pour faire ça simple, un livre qui se vend 10 $, il y a 1 $ qui va au créateur. Et quand je dis au créateur, c'est parce que si j'écris un roman, je suis la seule créatrice, je vais recevoir 10 % Mais si je fais un album illustré, alors là, j'ai 5 % et l'illustrateur va avoir 5 % Donc, pour le même livre qui se vend 10 $, ben, je reçois 50 sous. Un best-seller au Québec, c'est environ 3000 exemplaires vendus. Ça, ce sont les meilleurs vendeurs. Il y a 95 % des auteurs qui n'atteignent pas ces chiffres de vente-là. Ouais. Donc, avant de faire de l'argent avec un livre qu'on a publié, il faut en publier. Il faut du chemin, là. Ouais, C'est sans compter aussi, là, c'est un autre débat, mais les commerces qui vendent ces livres-là. À rabais? À rabais, les Costco de ce monde, où les gens se déplacent, Bien achètent sûr. en grand plutôt que d'aller dans une librairie qui a un prix qui est un peu plus élevé. Ouais. Il y a ça aussi, quand même. Mais je pense que les auteurs trouvent leur satisfaction de plein de manières différentes. Premièrement, l'accomplissement que ça représente de publier un livre, c'est très grand. Là, sur le bonheur personnel d'un individu, les gens qui ont la chance d'être publiés sont reconnaissants de ça, sont heureux. C'est une belle fierté. C'est un accomplissement de vie, je pense, à la base. Ensuite, ben, il y a ce besoin fondamental de communiquer avec les autres à travers l'écriture. Et ça, qu'on ait la paye monétaire ou pas, on a ce plaisir-là de savoir qu'on touche les gens, qu'on entre dans leur foyer, qu'on entraîne des réflexions chez eux, qu'on aborde des thèmes qui sont chers pour nous, dont on a envie de faire la promotion. Donc, il y a cette satisfaction-là aussi. Puis, je pense que c'est notre travail aussi comme créateur d'être inventif, créatif, de trouver des manières de vivre indirectement de notre plume. Bon, quand on fait du jeunesse, ça passe beaucoup par les ateliers dans les écoles, d'aller rencontrer les jeunes, les enseignants, de faire la promotion. Il y a bien sûr d'être présent dans les salons du livre, mais il y a beaucoup d'auteurs qui, je pense, tentent de renouveler, disons, le format dans lequel ils travaillent pour aller chercher des à côté et, ultimement, vivre des dérivés, disons, de leur plume. Ouais. Mais c'est l'enjeu, je pense, principal. Ouais. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un, mettons, qui arrive dans une librairie, qui a envie d'acheter québécois, mais qui ne sait pas trop par où commencer? Est-ce que vous avez des mots-clés à donner, des gens à recommander? Bien, c'est sûr que mon conseil numéro 1, ce serait de demander l'avis des libraires. Ce sont les spécialistes. Puis si vous aimez tel auteur, telle autrice, bien, à partir de ces informations-là, le libraire peut vous donner un nouvel auteur à découvrir qui est dans le même genre littéraire ou qui s'intéresse au même thème. Faut être suffisamment honnête. C'est comme quand on va chez le médecin. Chez le médecin, il faut donner nos symptômes, il faut tout donner pour pouvoir avoir le bon diagnostic. Bien, je pense que pour avoir le bon diagnostic littéraire, il faut faire ça. Bon, j'aime tel auteur, mais bon, j'aime ça quand j'ai peur, quand je lis, ou j'aime ça ressentir de grandes émotions, ou je déteste les longues descriptions, ça m'emmerde, je veux davantage de dialogue. Avec ce genre de détails-là, on peut trouver un livre à notre chaussure. Puis, osons! Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'aller dans une librairie? De ne pas savoir. De ne pas savoir, d'arpenter dans les rayons, d'être attiré par une couverture, par un titre, de feuilleter, de lire la 4e de couverture, puis de faire « Ah!
pourquoi pas? Et de varier les genres littéraires aussi. On a tendance, comme lecteur, à se cantonner dans ce qu'on connaît. On le disait tout à l'heure. Mais je pense que ça vaut la peine parfois. Pourquoi pas un recueil de nouvelles cette fois-ci, si on est habitué au roman? Et si on lit constamment des polars, des livres d'horreur, ben pourquoi pas un essai cette fois-ci? De varier les genres aussi, ça permet de pimenter, si on veut, notre vie de lecteur, je pense, de rester intéressé à tout ça, puis de découvrir de nouvelles choses. Puis là, si vous voulez que je vous fasse découvrir les coups de cœur que j'ai eus dans la dernière Oui, mais on vous a année... demandé de vous prêter au jeu, justement. Donc, en vue de l'épisode d'aujourd'hui, vous avez préparé quelques recommandations. J'ai amené... Ça a été difficile de choisir. Ouais. Mais j'ai choisi des livres pour lesquels j'ai un attachement très tendre et dont j'adore les auteurs, autrices aussi. Je débuterai avec Lécher la terre de Joanne Rochette. Joanne Rochette, c'est une poétesse, c'est une scénariste, c'est une autrice également. Elle a publié des romans, mais également des recueils de nouvelles. Et dans ce cas-ci, c'est un recueil de nouvelles. C'est publié aux éditions L'Instant même. Joanne Rochette, dans son parcours, elle a toujours démontré qu'elle avait un intérêt pour l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, prendre soin de la terre et tout ça. D'ailleurs, en 2020, elle a publié un livre qui s'appelait Le rire de Garcia, qui a été traduit en espagnol, qui a été publié en Colombie, et ça traite de l'impact des minières canadiennes en Colombie. Donc, ce sont des préoccupations qu'elle a depuis très, très, très longtemps. Cette fois-ci, dans Lécher la terre, elle s'intéresse à différents problèmes environnementaux, mais avec le feu comme fil conducteur. J'ai trouvé l'idée très intéressante parce que le feu, c'est autant l'élément destructeur qui ravage tout. On peut penser au feu de forêt, mais c'est aussi celui qui nous permet de cuire nos aliments, qui nous permet de nous réchauffer, qui peut nous sauver au cœur de l'hiver. Donc, il y a cette espèce de dualité-là entre le feu bienfaiteur et le feu ravageur que j'ai trouvé très intéressante. Et la poésie dont elle fait preuve. Moi, je me plais à dire qu'on ne peut pas sortir la poétesse de l'écrivaine. Là. Ça reste présent. Les mots sont beaux, ils sont bien choisis. Puis aujourd'hui, on va se le dire, on a des vies plutôt occupées. Donc, je trouve que le format nouvelle est intéressant. On ne s'embarque pas dans un livre de 300 pages en ne sachant pas quand est-ce qu'on va pouvoir le lire. Là, c'est une petite plaquette qui fait quoi, 150 pages peut-être? Même pas 150 pages. Vous avez plusieurs petites nouvelles, donc on peut en lire une à la fois. Une autrice vraiment que j'adore, qui est à découvrir. Un autre coup de cœur? Un jardin l'hiver de Clara Grande. C'est publié aux éditions Cheval Doux. Clara Grande, c'est son premier roman. C'est un premier roman. Moi, j'adore connaître l'histoire des auteurs. Et quand il y a un écho entre la vie personnelle et ce qui est écrit, je trouve ça encore plus riche. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'on me partage la vraie vie. Bon, elle est magnifiée à travers l'écriture, mais quand même. Clara Grande, c'est une créatrice qui, lorsque la pandémie a frappé, elle a fait le choix de devenir préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Donc, elle a côtoyé des personnes âgées, des inconnus, à un moment de grande détresse pour plusieurs. Et c'est un peu ce récit-là qu'elle nous fait à travers, disons, un alter ego, un personnage principal qui est une jeune femme qui est en grand questionnement sur sa vie personnelle et qui se retrouve donc à s'occuper de personnes âgées dans un CHSLD. C'est humain, c'est touchant, c'est intimiste, c'est de toute beauté. Il y a une scène, entre autres, où elle raconte, bon, évidemment qu'elle est, j'allais dire costumée. Là, on se souvient, la COVID, les masques, bon, les gants, tout le monde était évidemment dans les CHSLD encore plus, tu sais, habillé de la tête aux pieds pour être bien protégé. Et elle décrit une petite scène où elle s'occupe d'un patient, le personnage principal s'occupe d'un patient, et il y a un petit bout de la peau de son poignet qui est exposé à l'air libre. Et le vieux monsieur dont elle s'occupe vient doucement caresser la peau. Et elle parle du manque de contact humain. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Mais oui, c'est tellement touchant. C'est tellement beau. Et cette jeune femme-là, elle est, Clara Grande, d'une grande sensibilité, je trouve. Et elle arrive à travers des phrases ciselées, avec une économie de mots incroyable,
à partager de grandes réalités. Moi, ça m'a touchée. J'ai écorné beaucoup de pages. Quand je fais ça, là, c'est parce que je suis un peu jalouse, puis j'aurais aimé écrire les phrases qu'on retrouve dans le livre. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande, que j'ai adoré. Les 2 livres dont je viens de vous parler, là, ils ont été publiés dans la dernière année. Ce sont quand même des œuvres récentes. Le plus récent dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Pour faire une histoire courte, Le corps de Laurent Turcot et Héloïse Le Glonec. Ça a sorti la semaine dernière, là. C'est tout nouveau. Mais c'est vraiment chouette. Bon, Laurent Turcot, on le connaît comme historien, comme auteur. Il est aussi derrière le balado L'histoire nous le dira. Et cette fois-ci, il s'intéresse au corps humain. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Laurent Turcot, c'est cet alliage, je dirais, de rigueur scientifique, de rigueur historique, mais dans un enrobage de folie, d'humour. Dans ce livre-là, qui est dans le fond pratiquement une BD pour adultes, on y va de plein de petites anecdotes rigolotes concernant plusieurs aspects du corps humain. Donc, on va parler autant des fesses, des seins, du maquillage, des boutons, de la pilosité. On passe là d'un sujet à l'autre comme ça, mais avec énormément d'informations. Moi, ça m'a fait sourire, ça m'a fait franchement rire, ça m'a fait réfléchir. J'ai appris beaucoup de choses. Entre autres, je vous partage un détail. Il est question du sourire dans un des chapitres. Et vous avez peut-être déjà vu de vieilles photos de vos ancêtres où ils ont tellement l'air sérieux et bêtes sur les photos. Et je me disais, ben c'est normal, à l'époque, hein, c'était pas commun de prendre des photos. Peut-être qu'ils savaient pas à quel moment sourire. Peut-être qu'on leur disait pas à quel moment sourire. Peut-être que ça leur faisait peur, je sais pas. Mais pas du tout. C'est qu'à l'époque, en fait, le sourire, c'était une question de classe sociale et c'était vu comme vulgaire que d'afficher ses dents sur une photographie. Alors voilà pourquoi les gens avaient des airs très sérieux lorsqu'on prenait les photos. Donc c'est le genre de petits détails inutiles, mais tellement savoureux et agréables à partager autour d'un apéro. Ce livre-là, vous allez l'adorer, c'est sûr et certain. Alors c'est publié aux éditions Urtubis. C'est une nouveauté de cette semaine. Donc pour le 12 août de cette année, c'est parfait. Et pour faire une histoire courte, est-ce que c'est une série? Parce que là, on dit le corps, mais est-ce qu'il y en a d'autres? On espère qu'il y en aura d'autres, effectivement. Je n'ai pas eu la chance de m'entretenir directement avec Laurent, mais j'ai parlé cependant à la maison d'édition, puis oui, je pense qu'il y aurait suffisamment de matériel pour non seulement continuer la série, mais en faire même sur le corps, en faire un deuxième, assurément. Oui, on le souhaite. On se croise les doigts pour ça, c'est sûr. Et là, si on allait dans le jeunesse, ben, je vais vous proposer un album jeunesse que j'ai trouvé savoureux. Ça s'appelle Le Petit Gadget qui n'avait pas d'étiquette. C'est de Lionel May et c'est publié par La Bagnole. On est dans une boutique d'objets. Alors, chaque objet a son utilité, mais il y a un petit objet qui n'a pas d'étiquette. Il ignore ce qu'il est. Puis, il aimerait bien savoir à quoi il sert. Alors, il va quitter la boutique, partir explorer le monde pour essayer de trouver, mais coudonc, à quoi je sers, moi? Et en fait, c'est un petit couteau suisse, mais jamais il ne le saura que c'est ce qu'il est. En explorant le monde, il va devenir coiffeur pour lion, il va devenir artiste de cirque, il va devenir piolet pour un alpiniste, il va servir à plein de choses en se disant, ben, je suis peut-être ceci, je suis peut-être cela. Et je trouve que c'est une belle façon d'aborder la créativité avec les enfants, de les inviter aussi à se réinventer. On le fait, nous, comme adultes, mais c'est important de dire à nos enfants qu'ils ont droit aussi de devenir ce qu'ils veulent, de servir à ce qu'ils veulent, de trouver une utilité à leur vie. Puis je trouvais que ça me faisait penser, en fait, au théâtre d'objets. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez jeune, mais on prend une brosse à dents, puis on fait semblant que c'est un micro quand on chante. Bon, c'est de donner une nouvelle fonction, finalement, à un objet qui en a déjà une. Et je pense que ça peut amener les enfants, les familles à beaucoup de plaisir, puis à s'amuser à utiliser les objets dans la maison pour des usages autres que ceux à quoi ils servent à la base. C'est magnifiquement illustré, c'est rigolo. Puis on va se le dire, les parents, on aime ça, les albums, parce que c'est pas trop long à lire. Avant le dodo. Quand on est fatigué le soir, ça va bien, ça passe vite. Donc, c'est un bon choix. Puis je vais terminer de manière très égoïste avec la collection Coup de théâtre qui est publiée chez Dominique et compagnie. Je suis l'autrice de cette collection-là. Et je trouve qu'elle n'a pas d'équivalent. Alors, je suis très heureuse de vous en parler. Puis je pense qu'elle répond à plusieurs besoins qu'ont les enfants et les adultes. Alors, Coup de théâtre, c'est une collection de théâtre de lecteurs. Le théâtre de lecteur, c'est du théâtre qui est fait pour être lu à voix haute, bien sûr. Donc, le théâtre de lecteur poursuit 2 objectifs.
améliorer la fluidité de lecture des enfants, puis intéresser également à l'expression des émotions. Parce que quand on joue un texte, bien là, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de lire. Le personnage, est-ce qu'il est triste ou il est heureux ici? Donc, ça permet une meilleure compréhension en même temps de l'histoire. Ce sont des petites pièces de théâtre que j'ai pensées aussi pour les écoles. Moi, j'ai enseigné l'art dramatique au primaire. J'aurais voulu avoir des livres comme ça à travailler avec mes élèves. Donc, dans chaque livre, c'est une courte histoire avec 4 personnages et un narrateur. Une pièce en 5 actes, donc la forme classique du théâtre, ce qui amène, dans le fond, 25 petits rôles au total. Donc, à l'école, on peut séparer les élèves en groupes de 5, faire travailler chacun un acte. Puis à la maison, bien, on peut s'amuser à jouer des voix différentes. C'est super chouette. Chaque livre est accompagné d'un code QR. Le code QR donne accès à un dossier complet où vous pouvez télécharger l'image des personnages si vous voulez faire un théâtre de marionnettes. Ah, oui. Vous pouvez donc imprimer les personnages. Vous avez accès également au décor de chacune des pièces via le code QR que vous pouvez projeter sur un écran ou sur le tableau interactif à l'école. Donc, vous pouvez lire la pièce en étant devant le décor dans lequel elle se déroule. Puis, j'ai pensé beaucoup au plaisir qu'auraient les enfants à lire. Moi, je suis mère de 4 enfants. Ils n'aiment pas tous lire. Donc, le fait d'essayer de leur faire découvrir la littérature, d'essayer différents genres littéraires. J'ai vu que ça fonctionnait parfois non, mais ce qui a toujours fonctionné, c'est le plaisir de lire. Donc, dans le cadre de cette collection-là, elle est faite pour être lue à voix haute. Elle est à plusieurs voix. Donc, c'est sûr que la participation des parents devient intéressante pour l'enfant. Puis là, OK, Monsieur Pain, un pain, ça a-tu une grosse voix ou c'est une petite voix aiguë? Comment tu le jouerais, toi, Monsieur Pain? Ça devient super chouette. Puis l'enfant peut gagner aussi en confiance. La première fois, on peut dire, OK, papa, maman va faire tous les rôles, toi, fais juste Monsieur Pain. Mais la fois d'après, penses-tu que tu serais capable de faire fromage en plus de Monsieur Pain? Donc, on ajoute le nombre de phrases que l'enfant va lire. Ça lui fait lire des phrases différentes. Donc, on prend plaisir à relire, je pense, le même livre plusieurs fois. L'aspect ludique chez les enfants est important. Puis tout à l'heure, on parlait de recommandations là, pour s'acheter un livre comme adulte. Pour les enfants, ma recommandation serait la suivante. Laissez l'enfant choisir. Les catégories d'âge derrière les livres, c'est à titre indicatif, ça ne veut rien dire. Un enfant de 10 ans qui a envie de lire un album jeunesse illustré, parfait. Un enfant de 8 ans qui veut un livre qui est trop vieux pour lui, qui contient trop de texte, vous le lirez avec lui. Si l'enfant choisit le livre, s'il peut y aller avec ses intérêts personnels, il y a plus de chances que ça l'intéresse. Et quand ils sont petits, faut promouvoir le plaisir de la lecture et non pas l'obligation de lire 2 pages à tous les soirs. C'est pas comme ça qu'on fait des futurs lecteurs. Et les études prouvent que la meilleure façon de développer le plaisir de la lecture chez nos enfants et d'en faire de futurs adultes lecteurs, c'est de lire soi-même. Alors, si vous ne lisez pas à la maison, si vous êtes constamment sur votre ordinateur et votre téléphone et que vous ne prenez jamais le temps d'ouvrir un livre et de vous installer confortablement pour le lire, votre enfant a une très forte chance qu'il ne devienne pas un bon lecteur. Par mimétisme? C'est par l'exemple et le mimétisme que les enfants deviennent lecteurs et lectrices. On a très envie de repartir avec ces beaux livres-là. Non, ce sont mes copies. Merci beaucoup pour votre visite, vraiment. Merci, là, ça m'a fait plaisir. Très apprécié. Yann Lecomte, reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, a été condamné à 57 mois de prison par la juge Mylène Grégoire au palais de justice de Valleyfield. Les gestes reprochés commis entre 2009 et 2023 envers 7 victimes incluent agression sexuelle, leurre, harcèlement, menaces et transmission de matériel sexuellement explicite à une mineure. Les témoignages des victimes ont révélé des séquelles profondes allant de la honte à la culpabilité, à des troubles de consommation et même des pensées suicidaires. La juge a salué le courage de celles qui ont dénoncé tout en soulignant que l'accusé avait profité de leur vulnérabilité pour satisfaire ses propres désirs. Sans antécédent judiciaire, Lecomte a perdu son emploi de professeur de conduite depuis les accusations et affirme vouloir entreprendre une thérapie. Arrêté une première fois en avril 2024, il faisait face initialement à 72 chefs d'accusation, mais la peine découle d'une suggestion commune entre la défense et la poursuite. Après déduction de la détention préventive, il lui reste 1272 jours à purger. Son nom figurera au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans et il devra respecter plusieurs conditions à sa sortie.
Un adolescent de 15 ans de Sainte-Catherine a fait preuve d'un sang-froid remarquable le 3 août dernier. C'est notre collègue journaliste Tristan Ouimet qui nous raconte que Zachary Lorrain a sauvé son grand-père. Ce dernier faisait des bruits étranges, il s'est mis à trembler. Zachary a immédiatement composé le 911 et il a pris l'initiative de pratiquer un massage cardiaque, une technique qu'il avait apprise à l'école. Ce geste a permis au premier répondant de rétablir un pouls à M. Lorrain. Ce dernier est décédé paisiblement le lendemain, à l'âge de 72 ans, entouré des membres de sa famille. Très proche de son grand-père, qui assistait régulièrement à ses parties de hockey et qui partageait des soupers avec lui, Zachary se souvient d'un homme profondément impliqué dans sa communauté. Il faut dire que Roger Lorrain a été bénévole pour les Dragons de Saint-Rémy et très actif dans le baseball mineur à Saint-Constant. Les associations sportives locales lui ont rendu hommage, saluant son engagement, sa générosité et son soutien indéfectible envers les jeunes athlètes. À Beauharnois, la maison de la rue principale visée par une demande de démolition de la ville n'existe plus. Le bâtiment, jugé trop dangereux, a été démantelé en juillet aux frais de sa propriétaire, José Charlebois. L'inspecteur municipal a confirmé la démolition le 14 juillet, mettant fin à des démarches entamées en 2023. La ville avait engagé des procédures judiciaires en avril 2025 pour forcer la démolition, ce qui a entraîné environ 2 000 $ en frais juridiques. Lors d'une séance publique en juillet, Mme Charlebois avait informé le maire Alain Dubuc que les travaux auraient lieu avant la fin de ses vacances. À Saint-Lambert, la Commission municipale du Québec a retenu un seul des 3 manquements reprochés aux conseillers municipaux Stéphanie Véraud et Loïc Blanquer. La juge Sandra Bilodeau a conclu que Mme Véraud avait participé à une séance à huis clos alors qu'elle s'était déclarée absente, ce qui lui a valu une réprimande. Les accusations liées à la divulgation d'informations confidentielles n'ont pas été retenues, faute de preuves que ces gestes avaient pour but de favoriser leurs intérêts ou ceux d'autrui. La magistrate a souligné le climat de travail difficile entre la mairesse Pascale Mongrain et l'ex-directeur général. Elle a aussi critiqué le témoignage de Mme Mongrain, le jugeant dépourvu d'objectivité. Stéphanie Véraud a affirmé avoir agi de bonne foi pour l'intérêt de la ville dans les autres dossiers. M. Blanquer s'est dit satisfait que le jugement mette en lumière des problèmes de gestion interne. De son côté, Mme Mongrain a dénoncé une décision truffée d'erreurs et basée, selon elle, sur une fausse prémisse. Elle rejette d'ailleurs l'idée d'un climat de travail toxique. Elle accuse aussi les 2 conseillers d'avoir instrumentalisé l'ancien directeur général à des fins électoralistes, ce que ces derniers nient. Jeudi soir, sur l'autoroute 20 à Sainte-Julie, le contenu d'une camionnette a pris feu de façon soudaine, forçant ses passagers à s'immobiliser en bordure de route. Alors que les flammes prenaient rapidement de l'ampleur, 3 bons samaritains sont intervenus avant l'arrivée des pompiers. L'un a tenté de maîtriser le brasier avec une couverture, tandis qu'un autre, venant de la voie de service, a sauté une clôture avec un extincteur. Un 3e conducteur, au volant d'une semi-remorque, a lui aussi utilisé son extincteur, enveloppant la camionnette de dioxyde de carbone. L'incident spectaculaire, survenu vers 20h près de l'entreprise Novatec, a ralenti la circulation dans les 2 directions. À leur arrivée, les pompiers de Sainte-Julie ont sécurisé les lieux sans pouvoir déterminer la cause précise de l'incendie ni la nature exacte du contenu brûlé. Aucun blessé n'a été signalé, mais l'événement a mis en lumière l'intervention rapide et courageuse des citoyens. Notre collègue journaliste Sylvain Daigneault, également auteur de la série Québec insolite et animateur du balado Affaires non résolues, le mystère plane toujours, nous a déniché des pépites d'informations cette semaine. On vous invite à découvrir l'histoire de la plage de Saint-Lambert et du cinéparc de Saint-Mathieu dans 2 vidéos à visionner sur les réseaux sociaux de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, la journaliste Ali Dosti visitera le parc Michel Chartrand à Longueuil avec un expert de la nature qui rappelle de ne pas nourrir les animaux. Et oui, nous ne sommes que le 13 août, mais les élections municipales du 2 novembre approchent. On vous invite à consulter notre nouvelle section sur nos sites web pour tout savoir sur les candidats en lice.